Merci beaucoup, Edouard. Vous voyez aussi tout de suite que ce n'est pas moi seul sur le DIA, c'est aussi une collègue qui est à l'Université de Fribourg que j'ai demandé de travailler avec moi là-dessus parce que moi je travaille beaucoup sur le côté test. Elle fait beaucoup sur les questions ou le questionnaire et ce qu'on doit faire avec ces questionnaires pour qu'ils soient applicables avec des personnes avec des troubles neurodéveloppementaux. Alors, on va parler un peu de tests et aussi des questionnaires. Déjà, comment on les utilise et surtout, quels sont les problèmes qu'on a avec ces instruments et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait adapter pour qu'on aurait de meilleures mesures. Et donc, ces questions sont un peu les mêmes pour les tests et aussi pour les questionnaires. Quand on va mesurer des variables psychologiques, on a déjà un but au niveau individuel, hein, quand on a besoin d'un diagnostic ou une classification hein, pour être dans un système de, par exemple, l'AI demande une classification de déficience intellectuelle pour donner des ressources, mais aussi pour trouver la meilleure intervention pour une personne. Et bien sûr, au niveau recherche, on parle souvent de mieux comprendre différents troubles neurodéveloppementaux, mais aussi pour évaluer des interventions et plein d'autres choses. En ce qui concerne la méthode, moi je vais me limiter ici à des tests standardisés et des questionnaires. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais là je me limite à ces deux choses. Quand on parle d'un test, on parle d'une situation standardisée. Ça veut dire qu'on va avoir un environnement qui est pareil pour tout le monde qui va passer ce test. On a des consignes qui sont pareilles pour tout le monde. On ne va pas donner plus d'informations à une personne ou moins d'informations à une autre. Pareil pour un feedback, si on donne déjà, donc par exemple un test d'intelligence largement utilisé, un des feedbacks c'est par exemple « Est-ce que tu peux me dire encore un peu plus ?» Ça sera la même phrase qu'on va toujours utiliser. Ensuite, au niveau de la notation, c'est combien de points est-ce qu'on va attribuer à la réponse donnée. Donc ça aussi, c'est standardisé, on donne toujours le même nombre de points pour le même type de réponse. Et à la fin, l'interprétation, qu'est-ce qu'on en tire maintenant comme conclusion en termes français de cette évaluation. André Rey, très longtemps, qui était professeur ici à Genève, a parlé dans un article justement de ces situations d'évaluation dans lesquelles on peut se trouver. Il dit, mais en fait, j'ai ici un chien qui a été bien entraîné, donc il y a quelque chose qui a appris, qui est bien en place. Et j'ai un autre chien qui n'a jamais été entraîné. Et maintenant, on me demande d'évaluer les compétences de ce chien. Lequel des deux est le plus intelligent, le plus développé? Alors, André Rey, par rapport à cette situation, il dit, mais tout le monde va rire quand je pose cette question, parce qu'elle est absurde, en fait. On va comparer deux situations qui sont totalement différentes. Et le fait qu'on ne sait pas faire quelque chose à un moment donné dans le temps ne veut pas dire que plus tard, avec un entraînement, avec un enseignement, on pourrait faire ce genre de choses. Mais au moment qu'on n'a pas ces deux choses qui sont pareilles, ces deux situations qui sont pareilles, à ce moment-là, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas évaluer les personnes sur la même base, ou dans ce cas-là, les chiens. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec les humains? On fait quand même ça. On les compare avec l'idée que tout le monde a pu apprendre toute une série de choses et que tout le monde a eu les mêmes chances d'apprendre. Et donc, que tout le monde a développé les processus et les connaissances nécessaires pour résoudre toute une série de tâches. De manière plus ou moins efficace, bien sûr, mais tout le monde a quelque part les bases pour. Et donc, si je prends ce test que j'ai utilisé, qui est un test d'intelligence, le score à ce test sont donc un bon indicateur de tout ce qu'on a profité de nos apprentissages antérieurs. Quelqu'un qui est intelligent a beaucoup profité, aura un bon score. Quelqu'un qui n'est pas très intelligent n'a pas beaucoup appris pendant tous ces apprentissages et aura un moins bon score. Et donc, ces scores reflètent les différences d'intelligence. Et ce qu'on va dire à ce moment-là,
Si je fais quelque chose, ça veut dire que je peux faire ces choses. Et au moment que je ne le fais pas, ça veut dire que je ne peux pas faire. Je ne suis pas capable de le faire. Mais ça, c'est avec ces postulats qui disent que tout le monde a pu apprendre la même chose et que tout le monde a eu un enseignement. On sait très bien que ces postulats ne sont pas corrects. Pas tout le monde a eu les mêmes apprentissages. Si on pense déjà à des personnes qui viennent d'une autre culture, avec une autre langue, ils ont appris autre chose. Si on parle de personnes avec déficience intellectuelle, quelqu'un qui est né, par exemple, avec une trisomie 21 ou un autre syndrome, ben on sait très bien que le parcours, aussi ses premières années de vie, ne sont pas les mêmes. Ils ne vont pas à l'école comme les autres, souvent. Et donc, ils n'ont pas les mêmes apprentissages. Ils ne peuvent pas développer les mêmes processus. Et donc, ne fait pas ne veut pas dire ne peut pas. Si je n'ai pas encore appris, c'est évident que je ne fais pas ce genre de choses. Et donc, ces scores au test ne reflètent pas vraiment les différences en intelligence et surtout, ils ne peuvent pas prédire le futur, les apprentissages futurs. Parce que c'est ça qu'on a toujours en tête. Qu'est-ce qu'on peut prédire pour plus tard? Et il y a toute une série de recherches qui montrent justement que, entre autres les tests d'intelligence, je vais aussi parler un peu d'autres choses, mais surtout les tests d'intelligence, ils ne sont pas adaptés pour des personnes qui ont des grandes difficultés d'apprentissage, qui ont une déficience intellectuelle, ou encore avec des jeunes enfants. On va voir un exemple, ce qui se passe aussi chez les jeunes enfants. Donc, on ne va pas avoir une bonne estimation des compétences de ces personnes. En fait, quand ils n'ont pas de bons scores, on doit penser au fait qu'il y a un manque dans les processus qui ne sont pas encore bien développés ou qui ne sont pas mobilisés au moment de résoudre une tâche. Chez les personnes avec déficience intellectuelle, on voit qu'ils ont un peu de compréhension des instructions. Vous avez une instruction très simple, pas suffisant pour vraiment rentrer dans la tâche, mais souvent avec toutes sortes de tâches, les instructions sont relativement courtes et avec peu d'informations. Et tout est dans l'implicite, dans le sens que on a vu ça à l'école, on a appris ça déjà quelque part, donc on sait faire ce type d'exercice. Si on ne comprend pas les instructions, c'est déjà une chose. Si on ne comprend pas non plus la situation de faire cette tâche, comment résoudre ce problème? Encore un problème. Ça devient plus difficile. On voit chez ces personnes aussi une sorte de, limitation dans l'activité. Les personnes qui vont peu explorer toutes les informations qui sont présentes. Et donc, encoder d'une bonne manière ces informations. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est dans cette partie-là? Et quand je compare, qu'est-ce que je vois entre la gauche et la droite? Est-ce que ces personnes vont faire des comparaisons de manière systématique pour résoudre la tâche? Généralement, non. Ils font peu ce type d'activité. En fait, ça veut dire que quand on fait passer ce test dans ces conditions standards avec ces personnes, on a des résultats qui ne sont pas très fidèles, qui sont souvent très instables, ça varie d'une session à l'autre, et en fait invalides. On ne mesure pas ce qu'on doit mesurer. Un petit exemple, on a utilisé une version, comme vous avez vu, mais en version colorée, la matrice colorée, même type d'exercice, mais plus simple pour des jeunes enfants, qui est aussi souvent utilisé ces tests pour des personnes avec une déficience intellectuelle. Donc là, on a 33 personnes avec un âge mental d'environ 6 ans et demi. Ça veut dire qu'ils fonctionnent comme des enfants de 6 ans et demi sans difficulté. Qu'est-ce qu'on voit? On passe le test une première fois, leur moyenne est autour de 21, avec des scores qui varient entre 7 et 33. Et on a un coefficient pour la fidélité qui dit que c'est très bon. On fait le test plus tard, quelques semaines plus tard, on arrive à une moyenne de 23, une étendue qui va de 8 à 35. Les scores sont donc presque pareils. De nouveau, très fidèles. Et quand on regarde la corrélation entre la première passation et la deuxième passation, est-ce que les personnes sont bien dans le même ordre du plus faible au plus fort? On voit qu'ils sont presque dans le même ordre parce que le coefficient est très élevé.
tout est bon. Ben non, pas tout est bon, parce que quand on regarde les réponses que donnent les personnes, on voit que environ 20% des réponses sont données au hasard. Sachant que les personnes qui ont des scores relativement hauts peuvent très peu varier dans leur score. Ça représente quelque chose de ce style-là. Hein. Là, on a donc un test avec 15 items, et la personne a fait le test une première fois à 5 corrects, les verts. La même personne fait le test une deuxième fois, quelques semaines plus tard, toujours au score 5. Mais vous voyez, la personne n'a pas les mêmes réponses correctes. Donc il n'y a que 2 où la personne a fait une réponse correcte les 2 fois, première fois et deuxième fois. Pour le reste, ça change. Donc les réponses, le pattern de réponse sont très instables. Là, on réussit les premiers items qui sont faciles. Là, on ne les réussit pas. Par contre, on réussit l'item qui est très difficile à la fin. Le score en soi est le même, donc on pense que c'est une bonne évaluation, mais vous voyez au pattern que ce n'est pas vraiment la même chose. Wishart et Duffy ont montré une même chose avec un autre test, Bailey Skills for Infant Development. Des jeunes enfants du premier mois au 40 mois environ qui sont évalués sur leur développement. Et là, leur recherche portait sur des personnes, des enfants avec trisomie 21. Et ils voyaient un peu la même chose. Les enfants qui faisaient des tâches correctement, apparemment, une fois, et la deuxième fois, ils faisaient plus correct ces tâches. Par contre, ils faisaient d'autres tâches correctes. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les enfants, en fait, ont reçu souvent des 0 par défaut. C'est-à-dire, ils n'étaient même pas engagés dans la tâche. Donc, on n'a pas évalué leurs compétences. On a juste regardé est-ce qu'ils participent ou non. Mais ce n'est pas ça ce qu'on veut mesurer. On va mesurer le développement. Pour mesurer le développement, il faut que ces enfants soient engagés dans les tâches. Sinon, on ne mesure rien. Et donc, ils avaient fait le même constat. Dans des vidéos qu'on a des personnes avec déficience intellectuelle qui sont en train de résoudre ce type de tâches, de raisonnement, on voit que les personnes sont en train de faire quelque chose. C'est-à-dire, la chose qu'ils font, c'est « Ah, j'ai compris, je dois choisir une image, je dois pointer une image pour donner une réponse. » Mais on voit très bien sur ces vidéos que ces personnes n'analysent pas du tout l'information et ils donnent très rapidement une réponse. Tellement rapide, même quelqu'un qui a bien entraîné dans ces tâches n'aura pas la même vitesse. Et donc, ils sont en train de choisir au hasard. La seule chose qu'ils savent faire, c'est « Ah, je dois donner une réponse, je dois pointer une image. » Et ça, ils sont parfaits, hein, ils le font, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas en train de répondre aux questions en termes de raisonnement. Jeune enfant qui fait cette tâche, qui dit « Ah, regardez monsieur, j'ai pris cette image, c'est la plus belle. »« Ah oui, c'est chouette que tu as fait. » Mais ça ne donne pas de points. Parce que ce n'est pas la plus belle. En fait, dans ce cas-là, c'est la plus moche, c'est juste la pointe, hein, la numéro 2 qu'on doit prendre. Il y a un autre critère. On doit raisonner pour résoudre ces tâches. Ce n'est pas une tâche sur l'esthétique. Donc, jeunes enfants qui ne comprennent pas non plus ces tâches. Et là aussi, on voit avec des analyses statistiques, c'est des jeunes enfants, 5 ans, 6 ans, que beaucoup d'enfants ont des réponses au hasard, comme on a vu juste avant. Et donc, ça montre le problème de la validité de ces tests. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? On n'est pas en train de mesurer leur capacité en raisonnement. Parce que les capacités, les processus qui doivent mobiliser ne sont pas mobilisés. Un autre type de tâche où on voit ça aussi, c'est mémoire de travail. Là, on avait aussi un groupe de personnes avec déficience intellectuelle qui étaient entraînées en mémoire de travail sur ordinateur. Donc, ils avaient des tâches de mémoire de travail, donc analyser des informations, le retenir et le restituer. Mais là, c'est une tâche un peu complexe parce qu'ils ne devraient pas seulement retenir une certaine information, mais aussi indiquer si la flèche qui était sur l'écran pointait en haut ou en bas. Une double tâche qui était beaucoup trop difficile pour ces personnes. Après 5-6 semaines, on a vu tout d'un coup un saut dans la performance. On pourrait dire « Ah, l'entraînement, ça marche ». Non, ce n'était pas l'entraînement,
Ce n'était pas la mémoire qui était en train de fonctionner mieux, c'était juste qu'ils étaient capables de gérer la tâche après 5-6 semaines. Donc ces premières 5-6 semaines, on ne mesurait rien. On était en train de voir s'ils étaient capables ou non de faire la tâche. Mais on n'était pas en train de mesurer leurs compétences en mémoire. On sait que pour les personnes avec déficience intellectuelle, plus que les compétences sont basses, plus un environnement pauvre et pauvre en stimulation est important. Ça a de plus en plus d'impact. Et ce qui se passe souvent, c'est que les personnes ont beaucoup de difficultés et on ne veut pas trop les frustrer avec toutes sortes de tâches. Le bien-être est très important. Et on pense qu'on va frustrer les enfants si on vient avec d'autres types de tâches. Et donc, on ne va pas enseigner plein de choses. Et comme deux collègues des États-Unis ont dit, on va en fait entraîner ces personnes d'avoir un retard dans leur développement parce qu'on ne va pas enseigner comme il faut. Et on sait justement, plus ils ont des difficultés, plus qu'on doit mettre des efforts dans l'enseignement. Mais enfin, en fait, on va faire moins. Donc, on a une prophétie autoréalisatrice. Les personnes ont un retard. Ce qui est clair avec ces personnes, c'est que le développement est lent, pas spontané. On doit provoquer, dans beaucoup de cas, l'apprentissage. Donc, on doit vraiment être derrière, mettre des tâches, travailler avec ces personnes. Et donc, on ne voit pas facilement leurs compétences. Et justement, avec ces tests, comme je l'ai juste décrit, on voit qu'ils ne sont pas adaptés. Les personnes ne font pas faire les tâches comme il faut. En tout cas, ils n'engagent pas les processus nécessaires pour les résoudre. Donc, comme je l'ai dit, on a une évaluation qui n'est pas fidèle et aussi pas discriminative. On a beaucoup de personnes qui ont des performances très faibles. Souvent, à l'extrême du test, ça va plus loin que les normes, donc on va encore extrapoler leur score. Mais on sait que c'est quand même très, très aléatoire. On peut faire différemment. Une différence sera avec un test d'apprentissage où on va d'abord entraîner au niveau procédural, au niveau des processus, avant de tester, pour qu'on soit sûr que la personne va mobiliser les processus nécessaires. Donc on ne va pas enseigner pour bien réussir le test, mais on va assurer qu'au niveau procédural, la personne a toutes les choses en tête. Et ça peut être des tests qui sont d'abord avec un entraînement suivi par un test. Parfois, on a des entraînements et encore des feedbacks pendant le test. De toute façon, on essaye de optimaliser la performance de la personne. On veut donner à la personne la meilleure chance de réussir et donc que la personne utilise toutes ses compétences pour réussir la tâche. Un exemple, c'est par exemple le test d'apprentissage de la pensée analogique qui a été élaboré par mon épouse ici à Genève, qui cible des personnes avec une déficience intellectuelle importante, donc des QI en dessous de 50, 55. Et ce test, pour l'élaborer, ils ont bien analysé, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce type de tâche? Quels sont les processus impliqués dans le raisonnement analogique? Le type de tâche que je vous ai montré, on appelle ça un raisonnement analogique. Comment on peut présenter cette tâche de meilleure manière pour que les personnes comprennent ce qu'ils doivent faire et comment on peut donner des aides pour que les personnes puissent justement compenser ces processus qui sont encore déficients ou on peut limiter. En plus, on ne va pas limiter le temps parce que les personnes avec déficience, ils ont une lenteur dans le traitement d'informations. Moi, je ne veux pas savoir la vitesse de traitement. Pour ça, j'ai d'autres instruments. Moi, je veux savoir qu'est-ce que sont capables les personnes. Et donc, dans ce type de test, on utilise la manipulation. Les personnes peuvent prendre les pièces et les mettre. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de garder les choses en tête. Ça décharge la mémoire de travail. On va séquencer le processus de résolution. On va utiliser la description, la verbalisation pour soutenir aussi les mémoires, pour soutenir aussi la démarche. Et souvent, on doit même apprendre les personnes à comparer parce qu'ils n'ont jamais appris.
Et la comparaison dans ce type de tâche est quand même très importante. Donc, ce test est présenté sur un plateau en bois avec les pièces qui sont mises comme un puzzle. Et puzzle, ça, les personnes ont souvent compris. Il faut mettre des pièces et il faut trouver les bonnes pièces à mettre. Donc, ils savent qu'il faut compléter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait que ces personnes ont beaucoup de difficultés à abstraire des éléments, à abstraire des relations, à isoler une petite chose pour le comparer avec une autre chose, garder une chose constante pour le comparer avec une autre chose. Donc, aussi tout ce qui concerne similarité, différence, relativité. Souvent, on doit entraîner d'abord toutes ces compétences. Et on fait ça avec le même type de matériel où la personne va comparer le modèle avec les autres images et on doit décrire qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, quel est le modèle qui est exactement pareil et quand il y a quelque chose qui change, qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est la taille, est-ce que c'est la couleur, avec ou sans queue, etc. Uniquement quand on sait que les personnes sont capables de faire les comparaisons, faire ce type d'exercice, qu'on va dans un vrai entraînement de résoudre les analogies. Et à la fin, après toute cette phase, on va tester les personnes. Et dans ce cas-là, les personnes peuvent choisir une réponse et ils peuvent avoir encore un feedback dans le sens que si la réponse n'est pas correcte, on leur dit c'est pas encore tout à fait juste, essaye encore une fois. Donc ils ont 2 chances pour faire. S'ils font ça correct tout de suite, ils ont 2 points. S'ils font correct avec une aide, 1 point. Et s'ils font toujours pas correct, ils ont 0 point. Mais donc on a à la fin un test avec 10 items où les personnes doivent montrer d'eux-mêmes ce qu'ils sont capables au niveau de résolution de cette tâche. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens parce que déjà, on voit que les scores sont fidèles et stables. Vous avez vu avant avec l'autre test, c'était aussi très fidèle et stable. Mais là, ce n'est pas seulement stable en coefficient, mais aussi en termes de qu'est-ce que je suis capable de résoudre. Donc ça, c'est une bonne chose. Le test montre des personnes qui profitent de cet entraînement et les personnes qui profitent peu de cet entraînement, les gainers et les non-gainers. Quand on regarde leur QI, on voit que le QI est plus ou moins pareil, 47 dans un groupe et 44 dans l'autre. Donc le QI, la classification, est la même, très très faible. Ce test, où on va d'abord enseigner et ensuite tester, on voit qu'il y a une différence. Les personnes sont discriminées entre ceux qui profitent peu et ceux qui profitent beaucoup de cet entraînement. Est-ce que c'est aussi prédictif? Oui, c'est aussi prédictif pour d'autres apprentissages. Une première étude était dans le même domaine, donc on peut dire que c'est un peu trivial, c'est le même type d'exercice. Néanmoins, ça montre qu'après un entraînement de 8 semaines, ceux qui sont les gainers progressent vraiment le plus et ceux qui sont les non-gainers progressent le moins. Mais aussi dans d'autres types de tâches, on voit que les personnes qui sont gainers ont des bonnes performances, tandis que les non-gainers ont des mauvaises performances ou de faibles performances. Une des tâches qu'on a utilisées ici, c'est une tâche qui enseigne l'utilisation de mémoire externe. Mémoire externe ne veut rien d'autre dire que, par exemple, avoir une liste de courses quand je vais à la Migros et je note tout ce que j'ai besoin et chaque fois que j'ai quelque chose dans mon caddie, je le biffe parce que comme ça, je peux garder ça en tête. Je ne peux pas tout retenir si je rentre à la maison et je n'ai pas la moitié des choses, c'est un peu embêtant. Donc, on va enseigner ces personnes ici. Il y a une famille qui habite dans la maison, il faut mettre des tapis parce que c'est un peu froid, mais il faut tout sortir, mais après tout remettre exactement au même endroit. Donc, on enseigne qu'on peut sortir pièce par pièce, mettre les pièces sur une feuille dans la même configuration et ensuite mettre un tapis et remettre tout exactement dans la même configuration dans la maison. Et on voit que les gainers sont capables, en tout cas en partie, d'apprendre cette stratégie et d'avoir une bonne performance. Tous les objets, ou en tout cas en grande partie, sont au bon endroit. Tandis que les non-gainers, il n'y a aucun qui était capable d'utiliser la stratégie et en plus, les objets n'étaient pas au bon endroit. Un autre type de tâche est utilisé par 2 collègues aux Pays-Bas.
avec des élèves dans des écoles spécialisées, avec une déficience intellectuelle. Et ils ont demandé à ces enfants de créer eux-mêmes des vraies analogies. Donc pas une résolution par association ou parce que deux images se ressemblent. Non, vraiment, il y a une relation entre deux choses, la couleur qui change ou la forme qui change ou plusieurs choses qui changent. Et il fallait l'expliquer. Et là aussi, on voit que le TAPA qui était fait avec ces enfants prédisait bien qui allait faire une bonne performance dans cette tâche, donc créer d'eux-mêmes des analogies. Le QI ne prédisait rien chez ces élèves. D'ailleurs, le QI, nulle part, avait une prédiction quoi que ce soit. Donc le QI ne pouvait pas prédire qui allait profiter d'un enseignement, tandis que le TAPA, oui. Un test que j'ai développé moi-même, qui est plutôt avec papier et crayon, pour le dire comme ça, mais qui était aussi transféré sur ordinateur, avec toute une série d'items de différents niveaux de difficulté. Donc, le test est prévu pour des élèves de 5 à 18 ans, sans ou avec difficulté. Ça peut être difficulté d'apprentissage ou une déficience légère. Dans ce test, on va faire un entraînement et ensuite le test. Donc, c'est la même chose, mais on peut le faire individuellement ou en groupe. Donc, on peut faire l'entraînement en groupe avec des discussions avec tout le monde avant de faire le test. Les principes sont les mêmes. On va explorer toute la matrice, c'est-à-dire cette partie. On va explorer toutes les relations qui sont là-dedans, quels sont les différents éléments, comment ils sont relatés. On va donc comparer systématiquement ces éléments et on va regarder mais quels sont maintenant les concepts ou les relations qu'on trouve là-dedans avant de choisir une réponse. Donc d'abord, on va analyser et ensuite, on va chercher la réponse dont on pense que ça sera la bonne. De nouveau, on va mettre ça, on va séquencer le processus de résolution et on utilise la verbalisation pour bien favoriser la planification et l'autocontrôle pendant la résolution de tâches. On a utilisé ces tâches dans des classes ordinaires, mais des classes spécialisées, mais aussi avec un groupe de jeunes de 15 à 19 ans avec une déficience intellectuelle légère à modérée. Et on n'a pas seulement utilisé cette tâche, mais on a aussi développé un programme scolaire. C'est-à-dire on allait enseigner aux enfants, aux ces élèves, la chimie. C'est-à-dire on dit, vous voyez, autour de nous, il y a plein de choses et toutes ces choses sont faites de tout petites bulles qu'on ne peut pas voir. Ça s'appelle des molécules. Et ces molécules, ils ne veulent pas être seuls, ils veulent se mettre ensemble, ils se tiennent par les bras. Et donc, on a enseigné comment ces molécules se tiennent par les bras et comment on pourrait faire avec différents atomes une molécule. Ça, c'était enseigné avec aussi des bâtons, avec des boules en Sagex, avec des dessins, etc. Pour les élèves qui étaient dans le 7e et 8e Armose, on a même utilisé un système de Mendeleïev, mais un peu simplifié, parce que ces élèves-là devraient aussi inférer le nombre de bras d'une certaine molécule. Donc d'abord inférer le nombre de bras pour ensuite construire la molécule. On a adapté ce test aussi un petit peu pour les personnes avec déficience intellectuelle, mais ils ont fait en principe la même chose. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce test de raisonnement que j'ai créé, ce test d'apprentissage, montre une très bonne corrélation avec ce programme scolaire. Ce programme scolaire qui est nouveau, justement pour éviter toutes les émotions qui sont liées avec des tâches où ces personnes ont toujours des difficultés, le maths, le français, etc. On veut éviter justement tous ces blocages. On veut enseigner quelque chose qui est autre. Et donc, ce programme d'apprentissage scolaire corrèle très bien avec le test d'apprentissage. Le QI a une faible corrélation qui n'est pas significative. En plus, le test d'apprentissage corrèle avec l'évaluation des enseignants par rapport à la capacité des élèves. Est-ce que ces élèves sont capables d'apprendre beaucoup, ou moyen, ou ont beaucoup de difficultés? Donc là aussi, on voit un bon lien. Le QI, aucune corrélation, pas non plus avec tout ce qui est scolaire. Là, c'était plus ou moins entendu, parce que ce sont des élèves avec beaucoup de difficultés,
Donc on attend qu'il n'y a pas tellement de corrélation avec, par exemple, le français ou encore les mathématiques. Mais ce qui est très bien, c'est que justement on trouve une corrélation avec le test d'apprentissage qui mesure le raisonnement global, donc l'intelligence, mais d'une autre manière mesurée, et ça corrèle avec donc l'apprentissage scolaire. On parle toujours dans ce test du fait qu'on va entraîner, donc les enfants sont mieux équipés, ils vont maintenant mettre en place justement les différents processus, mais c'est tout dans la tête, on ne le voit pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce test sur ordinateur et on a mesuré avec des caméras où regardaient les personnes quand ils sont en train de résoudre ces tâches. On a fait une version sans entraînement, ensuite on a fait l'entraînement et encore une version après l'entraînement. Déjà, on voit qu'après l'entraînement, le score est plus élevé. Ça veut dire que l'entraînement, apparemment, a fait du sens. Ils apprennent quelque chose. Ce qu'on voit surtout, c'est que les personnes deviennent beaucoup plus efficaces dans la résolution. Ils ont besoin de moins de temps et ils font mieux. Mais ce qui est surtout intéressant de voir, c'est qu'ils passent maintenant beaucoup plus de temps pour analyser avant de chercher une réponse. Et c'est ça justement qui est dans la littérature indiqué comme quelque chose qui distingue les bons élèves des mauvais élèves, c'est-à-dire faire un bon encodage avant de chercher la réponse. Et c'est surtout ça qu'on voit avec ces mouvements oculaires. On veut que la personne compare bien ce qui se passe ici entre gauche et droite, que la personne regarde bien ce qui se passe entre haut et bas, se fait une idée de ce qu'on pourrait trouver ici avant de regarder ici en bas. Et la personne passe beaucoup de temps sur la bonne réponse, passe aussi peu de temps sur un distracteur qui est assez proche, mais les images qui sont assez éloignées, il passe beaucoup moins de temps sur celles-là et la personne trouve ici la bonne réponse. Donc là, vous voyez la trajectoire des yeux sur l'écran. Alors, beaucoup d'enfants, adolescents, mais aussi adultes avec des déficiences ou des grandes difficultés d'apprentissage, quand ils sont mis devant certaines tâches de raisonnement, mais comme je dis aussi le test des mémoires, on a vu un peu la même chose, ils ne mobilisent pas les processus nécessaires ou ils ne sont pas capables de gérer la tâche. Donc, ils ont des mauvais scores, mais un mauvais score ne veut pas dire que cette personne ne pourrait pas apprendre plein de choses. C'est juste que le test n'est pas très adapté pour ces personnes. Il faut penser qu'en fait, tous les tests, presque, sont élaborés avec une population moyenne en tête. Déjà, il y a 25 ans en arrière, Fuchs et ses collègues aux États-Unis ont analysé une trentaine de tests. Ils ont dit aucune de ces tests prend vraiment en compte, déjà dans l'élaboration des consignes, des items, mais aussi dans les normes, les personnes avec grandes difficultés. Ils sont nulle part. Par contre, au moment qu'on va utiliser les tests, c'est qu'avec les populations qui sont en difficulté qu'on va les utiliser, parce que les autres, on n'a pas besoin. De toute façon, tout va bien, on ne va pas les tester. Donc là, vous voyez, le paradoxe, on crée un test pour une population moyenne, et ensuite on va l'utiliser avec une population qui a des difficultés, et on arrive à la conclusion que ces personnes ont des difficultés. Mais on oublie que le test, en fait, n'est pas adapté à ces personnes. Donc, il faut faire autrement avec les tests. Ça, c'est au niveau individuel. Mais quand on regarde au niveau recherche, c'est un peu la même chose. Parce que si on mesure mal les compétences des personnes, ça veut dire que c'est pour une personne, mais dans un groupe, c'est pour plusieurs personnes qu'on va mal mesurer. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, on va sous-estimer les compétences, mais pour un certain nombre de personnes, effectivement, on va sous-estimer les compétences. Et donc, dans la recherche, par exemple dans la déficience intellectuelle, on va comparer les personnes avec déficience intellectuelle avec des personnes qui ont un développement typique, de même âge chronologique, ou encore avec des enfants qui ont le même âge mental, c'est-à-dire qui fonctionnent au niveau cognitif au même niveau que ces personnes. Et ensuite, on va regarder s'il y a des domaines spécifiques où ces personnes ont des difficultés. Par exemple, mémoire de travail. Donc, on les compare avec même âge chronologique
et même âge mental. Mais qu'est-ce qui se passe quand le âge mental est mal mesuré? Il y a quand même un peu de difficultés. Quand on parle de mémoire de travail, typiquement, quand on fait la comparaison selon âge chronologique, âge mental, on voit que les personnes avec déficience intellectuelle ont des performances moins bonnes que les enfants de même niveau cognitif, mais donc plus jeunes, et ils ont de moins bonnes compétences que les personnes avec le même âge, donc les jeunes de 15 ans par exemple, qui n'ont aucune difficulté. Ils sont beaucoup plus forts, bien sûr. Nous avons fait une étude pilote où on a mesuré d'un côté l'âge mental, mais aussi la capacité d'apprendre. Quand on regarde selon l'âge mental, effectivement, on trouve la différence qu'on trouve d'habitude, mais au moment qu'on mesure capacité d'apprendre, ou on utilise la capacité d'apprendre comme critère pour apparier les groupes, les différences disparaissent. Ça veut dire que la conclusion est quand même un petit peu différente. Et donc, dans la recherche de l'ADI, on pourrait penser qu'il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ces conclusions. Si on fait ce type de recherche, on doit bien prendre en compte que les tests doivent bien mesurer l'âge mental ou les compétences cognitives. Sinon, la comparaison est basée sur on ne sait pas quoi exactement en fait. Donc ça, c'est tout ce qui concerne tests. Quand on est dans le questionnaire, là aussi, on a plein de difficultés. Je vous montre juste un tout simple questionnaire qui est souvent utilisé au niveau scolaire pour mesurer l'inclusion des enfants, la participation sociale et le bien-être émotionnel et leur estime de soi au niveau académique. Petit questionnaire qui peut être rempli par des élèves de 8 ans environ jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est là où il est utilisé un peu maintenant. C'est tout simple, on appelle ça une échelle de Likert, le système d'une petite thèse avec ensuite 4 réponses. Ça peut être 3 réponses, ça peut être 5 réponses, parfois on trouve même 7, qui vont de pas du tout vrai à tout à fait vrai. Ça semble très simple, mais quand on va l'utiliser comme ça avec des personnes avec déficience, il y a plein de choses qu'on doit prendre en compte. On a des problèmes déjà en réponse. Est-ce que les personnes vont remplir les questionnaires? Est-ce qu'ils vont répondre? Donc on voit qu'il y a beaucoup moins de retours. On a des biais dans les réponses, on a des problèmes de fidélité et validité, en fait, comme les tests. Et je vous montre pourquoi. Quand on va regarder ce type de tâches, il y a toute une série de choses qu'il faut faire. Et il faut mettre ça en lien avec les caractéristiques des personnes, avec une DI. Si les deux ne sont pas coordonnés, ça veut dire qu'on va mal mesurer. Donc on doit adapter ces questionnaires. Il y a un très bon modèle de Turango qui montre 4 facteurs qui sont importants. Déjà, comprendre et interpréter la question. Ensuite, se rappeler son vécu ou le ressenti général, quand on demande comment vous vous êtes senti, etc. Choisir ensuite la réponse qui correspond au mieux à son point de vue et encore exprimer cette réponse. Si on regarde les personnes avec DI, au niveau de la compréhension, on sait que beaucoup ont des difficultés avec lecture, donc là ça complique déjà les choses. Mais aussi comprendre et interpréter les informations, même quand ils sont donnés de manière orale, c'est souvent compliqué. Au niveau de récupération des informations, donc on va trouver des informations dans notre mémoire à long terme, donc il faut déjà retrouver. Les questions sont parfois longues, donc il faut se rappeler de toutes ces informations. Ensuite, ces différentes propositions de réponses qui sont données, il faut aussi les rappeler et il faut les distinguer. On a des effets de récence, la chose qu'on a juste entendue avant, c'est ça qu'on retient, donc on répond souvent à cette chose-là, au lieu de prendre en compte toutes les autres choses. Les personnes, comme je l'ai dit, ont une lenteur cognitive, donc ils ont besoin de beaucoup de temps pour traiter toutes ces informations. Quand on a des choses qui sont des comparaisons, est-ce que vous aimeriez plutôt une pomme ou une banane?
Ça, c'est encore très simple. Alors, il faut comparer différentes propositions. Quand il y a des informations du style temporel, ça complique. Et donc, ces personnes ont beaucoup de difficultés à gérer cela. Et à la fin, donner une réponse. Écrire est souvent difficile. Les personnes ont souvent des difficultés au niveau verbal. Il y a le biais d'acquiescement, c'est-à-dire toujours dire oui, 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 je confirme, tandis que ce n'est pas tellement le cas. La désirabilité sociale, de répondre les choses qu'on pense qu'attendent les autres personnes, ou encore avoir une sorte de peur pour ces différents questionnaires parce qu'on pense que c'est comme une épreuve à l'école, un examen, et donc on est totalement stressé pour répondre. On sait que tous ces problèmes ne se manifestent pas chez toute personne avec une déficience intellectuelle. Il y a énormément de différences, il y a énormément de variabilité entre les personnes. On sait qu'il y a des déficiences à incapacité, mais il y a aussi des personnes avec plein de capacités, plein de force, et on trouve ça dans toute la population. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut adapter les outils ou créer de nouveaux. On peut aussi adapter la procédure d'administration. Encore une fois, il n'existe pas une panacée pour toutes. Il faut s'adapter probablement à chaque situation. Première chose à faire, c'est simplifier le langage. Simplifier ne veut pas dire que ça devient infantilisant. Ça devient un langage avec des termes connus, des phrases courtes, avec des mots simples, où on donne parfois des exemples, mais là aussi, on doit faire attention, parce que l'exemple peut justement mettre la personne sur cette piste et puis la personne va rester avec cet exemple. Dans ces petits questionnaires que vous avez vus juste avant, on a des questions qui sont plutôt positives, mais il y a aussi quelques-unes qui sont négatives. On fait ça dans ce questionnaire pour éviter que les personnes ne réfléchissent plus quand ils sont en train de répondre. Donc si j'ai répondu 3 fois 3, 3, 3, je vais penser, ah, c'est 3 tout le temps, et je ne réfléchis même pas à ces questions, et je vais mettre partout 3. Le but, c'est que les personnes voient, ah non, je dois toujours réfléchir, est-ce que je suis dans la catégorie 3 ou dans la catégorie 1, mais ça peut changer. Mais bien sûr, ça, c'est une complication pour les personnes avec déficience, si ça change encore. Donc, il faut éviter ces questions qui sont formulées de manière négative. Un guide qui est bien utile, c'est le FALC, facile à lire et à comprendre. On trouve des documents sur les réseaux, on peut les télécharger, et là on a plein d'exemples comment on pourrait utiliser cela. On peut aussi mettre des supports visuels, des images, des photos, des pictogrammes qui vont renforcer justement le contenu de ce qui est demandé sur le moment. On sait que la mémoire visuelle est souvent plus grande que la mémoire verbale chez ces personnes. Donc, les photos, dessins, pictogrammes peuvent bien aider. Là, vous avez un exemple de la ESCOT, mais la version simplifiée, où on a des pictogrammes qui montrent différentes situations. Vous voyez aussi que les questions sont relativement simples. This question is about choice in your daily life. Having choice means that you can decide what to do. Think about the choices you have. Donc, langage simplifié, courte, et avec des images qui soutiennent. Là, on est sur le choix pour manger. Là, on est sur le choix de vêtements. Là, sur qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent. Est-ce que tu vas acheter un disque? Est-ce que tu veux acheter un vêtement? Etc. Donc, langage simplifié avec un support visuel. Ce qu'on doit souvent faire, c'est limiter le nombre de réponses. Donc, pas utiliser 5 ou 4 catégories, mais on doit parfois aller à 2 ou 3. On doit peut-être mettre des petits descripteurs pour les échelles qu'on a. Parfois, on met juste 1, 2, 3, 4 comme case, mais on doit mettre des petits descripteurs pour que les personnes puissent se représenter. Ou encore mettre des petites représentations picturales pour renforcer les différentes réponses. Par exemple, avec ces petits barres qui disent de pas du tout à toujours, là en 3 étapes, donc pas du tout, parfois ou toujours. Mais vous voyez, ça aussi,
il faut vérifier que les personnes sont capables de l'utiliser. Et s'ils ne sont pas tout de suite capables, il faut peut-être l'entraîner. Et chez certaines personnes, ça marche, chez d'autres, pas. Le pictogramme qu'on peut mettre avec les questions et les différentes réponses. Là, vous voyez le smileys, donc si c'est magnifique, c'est le gros smiley. Si c'est bon, on rit toujours. Bah, si c'était pas terrible, on n'est pas très content. Et puis vous voyez, à la fin, j'ai pas de choix du tout, je pleure, c'est mauvais. Donc on peut aider à faire quelque chose au niveau visuel pour trouver les réponses. Qu'est-ce qu'on voit souvent avec ce type de questionnement? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on voit souvent avec ce type de questions? On ajoute encore quelque chose. Oui? Est-ce que ce qui répond évite de cocher les extrêmes et essayer les choses plutôt... Ça c'est une tendance qu'on voit chez beaucoup de personnes, mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Donc quand on utilise les smileys, on met souvent les couleurs, c'est-à-dire le vert, le jaune, orange, rouge. Quel est le danger? Ouais, la couleur signifie souvent quelque chose. Dans l'institution, là où c'est rouge, j'y vais pas, je peux pas. Là où c'est vert, ça c'est OK. Donc on introduit un biais possible dans le questionnaire. Vert, ah ça je peux faire. Rouge, ah non, 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 pas rouge, ça je peux pas. Hein, donc on ne peut pas choisir rouge, pas parce qu'on n'a pas de choix, mais parce qu'on pense qu'on ne peut pas cocher cette case. Donc on va faire des questions courtes, avec seulement un élément à la fois, avec des courtes séquences aussi en termes de questions, options de réponse et illustrations. Si ça devient trop large, ça devient aussi compliqué. Il y a toutes ces informations à retenir. Donc on doit séquencer l'information, on doit penser à une administration orale au lieu d'écrite. Donc on va faire ça ensemble avec la personne. On doit toujours, bien sûr, rappeler toutes les bases de l'entrevue, que c'est volontaire, que la personne peut toujours arrêter. On doit adapter le rythme et la durée. Des personnes, parfois, après 10 minutes, ils ne peuvent plus, parfois après 5 minutes, donc on doit faire une pause et le reprendre à un moment plus tard. Comme j'ai dit, on doit vérifier la capacité à utiliser cette échelle de réponse. Si j'ai 2 ou 3 ou 5 catégories, ce n'est pas la même chose. Est-ce que la personne est capable? Et quand la personne n'est pas capable, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le questionnaire. Et on ne peut pas juste continuer à faire comme si rien n'était. Il faut, chez ces personnes aussi, toujours se baser sur des éléments très concrets et pas parler non plus au cours du dernier mois ou depuis, c'est beaucoup mieux, depuis cet événement, depuis la fête que vous avez eue dans l'institution, est-ce que tu as fait telle et telle chose? Au lieu de dire au cours du mois dernier, est-ce que vous avez fait telle et telle chose? On doit souvent répéter l'information, reformuler et encore vérifier la compréhension. Est-ce que la personne a vraiment compris de quoi on parle? Et quand on regarde au niveau recherche, par exemple aussi avec ce questionnaire que je vais juste montrer, qui est en soi relativement court, mais dans la recherche, cet instrument est utilisé avec d'autres instruments. Donc on a déjà toute une série de questions, pas adaptées, même si les phrases sont courtes, mais pas vraiment un langage simplifié, il n'y a pas de support pour les différentes catégories. Il n'y a aucun entraînement pour ces personnes, parce qu'on va les passer en classe, des classes inclusives, où il y a aussi des personnes avec des déficiences intellectuelles, et on ne va même pas vérifier vraiment la compréhension de ces personnes, sauf qu'on va dire qu'il y a toujours quelqu'un présent qui peut aider les personnes en cas de difficulté. Mais ça, ce n'est pas un vrai entraînement, et pas une vraie vérification des difficultés. Donc, on utilise ces questionnaires aussi dans des recherches à grande échelle, et on fait comme si tout est bien, tout va bien, et on aura des bonnes données. Moi, je pense que ce type de recherche, où on ne fait aucun aménagement pour les personnes avec déficience intellectuelle,
on ne pourrait pas vraiment les prendre au sérieux parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de mesurer. Probablement, de nouveau, rien comme avec ces tests. Donc, il faut adapter les outils, les procédures, préférablement impliquer les personnes mêmes quand on va construire ces différents tests, parce qu'ils peuvent très bien expliquer ce qui va pas, à quoi ils pensent au moment qu'ils doivent répondre à certaines questions. Donc, il faut mieux les inclure dans le processus d'élaboration de différents instruments. Mais il faut penser que cette population, de toute façon, est très hétérogène. Donc, on doit probablement s'adapter aux différents niveaux des personnes et adapter donc l'échelle selon les compétences de la personne. Donc, peut-être on n'aura pas les mêmes données pour chaque personne et on doit les traiter de manière un petit peu différemment. Merci beaucoup de votre attention. Donc, moi, c'est une question plutôt au niveau conceptuel. On dit que en termes d'évaluation, tous les tests d'intelligence de QI, en fait, mesurent les compétences brutes de la personne, même si, à mon avis, ce n'est pas le cas. Et moi, je me demande si les évaluations que vous proposez, vous les proposez vu que ce sont des évaluations qui quand même évaluent des compétences qui ont été entraînées a priori. Est-ce que c'est une proposition alternative au test de QI? Est-ce que ça mesure la même chose ou pas? Moi, je pense qu'on mesure la même chose. Parce que quand on parle, par exemple, de tests d'intelligence, quelle est la définition de l'intelligence? Il y a 3000, 5000 définitions. Mais une chose qui revient tout le temps, c'est la capacité d'apprendre. Et on utilise justement ces tests d'intelligence pour prédire les apprentissages à l'école, par exemple, les apprentissages futurs. Sauf que dans un test d'intelligence, on ne peut pas apprendre, parce qu'on n'enseigne rien. Et nous, justement, on aimerait voir qu'est-ce qu'est la personne capable de faire une fois qu'on a enseigné. Donc on va essayer, on ne peut pas éliminer toutes les différences qui existent entre les personnes, mais on va essayer de donner toute personne les compétences de base pour au moins comprendre la situation, de savoir ce qu'il faut mettre en œuvre. Et ensuite, c'est à la personne de montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, ce n'est pas qu'on va apprendre la personne à réussir les tests, parce que c'est souvent aussi un commentaire qui est donné. Non, on donne à la personne la procédure. Et puis ensuite, la personne doit raisonner lui-même pour résoudre toute une série de questions. Mais au moins, on sait que la personne va mettre en œuvre ce raisonnement et pas autre chose. Lié avec cette question, c'est aussi souvent la question de quelque chose doit être nouveau. L'intelligence, c'est aussi de pouvoir réagir sur des choses nouvelles et on sait les manipuler. Mais nouvelle, ça veut dire quoi? Nouvelle, c'est relative parce que ça dépend aussi de tout ce que j'ai déjà appris antérieurement. Si j'ai beaucoup de connaissances, je vais voir une nouvelle chose et je vois tout de suite, mais c'est le même type d'instrument que je connais déjà, et je fais tout de suite le lien. Donc si j'ai très peu de connaissances, je ne peux pas faire ce lien. Donc là, encore, cet argument de nouveauté, pour moi, ce n'est pas vraiment un bon argument, parce que pour certains, ce n'est pas une nouveauté du tout, et pour d'autres, oui. Mais je pense qu'on essaye de mesurer vraiment l'intelligence, comme c'était prévu en fait déjà par Binet il y a longtemps. Mais on va éliminer tous ces biais dus à tous ces apprentissages antérieurs qui sont très différentes d'une personne à l'autre. Toutes sortes de choses qui n'ont pas été enseignées, mais qu'on a besoin pour résoudre cette tâche. Binet, à l'époque, il a dit on doit séparer l'évaluation psychologique et l'évaluation pédagogique, parce qu'il y avait tout d'un coup toute une série d'enfants qui venaient à l'école qui, avant, n'avaient encore rien appris. Ou certains, oui, parce qu'à la maison, ils avaient un enseignant, il apprenait à lire, écrire, etc. Et maintenant, il y avait toutes ces autres qui venaient aussi. La seule chose qu'ils savaient faire, c'est ramasser la patate en automne ou traire les vaches, parce que c'était ça leur environnement, c'était ça leurs apprentissages. Et pour Binet, c'était clair. Je ne peux pas comparer les uns avec les autres.
Il y a d'un côté l'intelligence, être capable de raisonner, et d'autre côté, j'ai tout ce qui est du niveau pédagogique, tous les apprentissages, et je dois bien séparer les choses. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici aussi. Donc, séparer les apprentissages antérieurs de l'évaluation de qu'est-ce que je suis capable en termes de raisonnement. Je fais la suite. Oui. Par rapport à ça, est-ce que, je ne sais pas si vous avez fait des études longitudinales, mais en fait, est-ce que les scores des enfants sur les évaluations arrivent à prédire leur performance sur des tests standards? Et deuxième branche, est-ce qu'il y a des effets, genre, est-ce qu'il y a une généralisation de la compétence qui est acquise évaluée sur d'autres tâches? Alors, première réponse sur ces recherches longitudinales. Aux Pays-Bas, on avait élaboré un tel test pour des personnes immigrées, donc c'était surtout des enfants turcs et marocains à l'école primaire, infantile et école primaire, où on a mesuré leurs compétences avec l'intelligence, mais aussi avec un test d'apprentissage. Et on a mesuré aussi leurs compétences au niveau scolaire dans différentes branches, lecture, décodage, compréhension de lecture, orthographe, maths, etc. Et on a aussi regardé 8 ans plus tard où les enfants étaient référés, c'est-à-dire après l'école primaire, ils font une première sélection, certains vont vers une voie plus dirigée vers l'université, d'autres vers des voies beaucoup plus pratiques ou spécialisées, etc. Et déjà au niveau des apprentissages scolaires, on voit que le progrès scolaire sur une période d'une année, donc on a mesuré leurs compétences au début de l'année, ensuite en décembre on a mesuré les compétences scolaires et encore une fois en juin, et on a vu le progrès qu'ont fait les enfants dans cette période. Et ce progrès était prédit bien par le test d'apprentissage, mais pas par le QI. Il y avait très peu de liens, voire rien. À long terme, donc où vont les enfants après l'école? La prédiction était de quoi? Environ 12% était expliquée par l'intelligence, la différence entre les élèves après l'école primaire, tandis que le test d'apprentissage ajoutait encore 19%. Donc il arrivait à 31% de variance expliquée. Et ça englobait totalement ce qui était expliqué par le QI. Donc ça, en long terme, on a vraiment une meilleure prédiction. Quand vous parlez aussi des compétences et à retenir les compétences, c'était justement avec cette population de personnes avec des déficiences intellectuelles, avec le TAPA, où les personnes étaient entraînées. Ils ont fait encore une étude suivante, là où je parlais justement de la prédiction du raisonnement logique. On a vu que les personnes qui étaient dans le groupe contrôle, qui ont fait juste le TAPA, et dans le TAPA, ils ont appris à résoudre ce type d'items. Après, ils n'ont plus rien fait, mais à la fin, ils ont fait encore un test. Et on a regardé leur performance. Ces personnes faisaient une performance qui était presque aussi bonne que les personnes qui étaient dans le groupe expérimental, donc qui ont fait le TAPA, mais qui ensuite ont fait aussi des entraînements. Je dois dire, c'est les gainers. Les gainers des deux groupes étaient presque au même niveau. Donc, apparemment, ces personnes qui, dans le TAPA, ont appris à utiliser ce type de raisonnement étaient capables de le faire encore 10 semaines plus tard, sans autre entraînement entre deux. Donc, ça montre que, apparemment, ça a amené quelque chose de permanent, presque, chez ces personnes. Ouais. Ou de très stable, en tout cas, pour cette durée. Alors déjà, merci pour votre présentation. Et ensuite, moi, c'était par rapport aux gainers et non-gainers. Est-ce que la distinction, elle est aussi claire, par rapport à ce que vous avez présenté aux gains, etc., ce qu'ils peuvent après réussir à faire ou non? Est-ce que la distinction, elle est aussi claire où il y en a qui réussissent des trucs ou qui ne réussissent pas d'autres tâches? Et qu'est-ce qu'on fait après avec ces non-gainers qui, justement, ont de la peine, justement, à pouvoir apprendre quelque chose, ou enfin, à réussir les tests d'entraînement. Alors la distinction, je ne pense pas qu'il faut le voir aussi rigide que ça, qu'il y a des très bons et des mauvais. C'est quand même un continuum où on trouve des différences entre les personnes. Mais c'est clair, on a vu dans ces différentes recherches que les personnes qui étaient au-dessus d'un certain score
c'était ces personnes-là qui allaient vraiment apprendre toute une série de choses, tandis que les personnes qui étaient dans la partie plus basse dans l'échelle, pas. Et il y a certains où on était un peu indéterminés. Est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils ne vont pas réussir, mais pour les personnes qui étaient hautes sur l'échelle, on était assez clairs. Maintenant, cette question de qu'est-ce qu'il y a avec ces non-gainers, ça c'est aussi des questions qu'on a eues, dans le sens que ouais, vous êtes de quelque sorte deux catégories, et puis ces non-gainers, ils ne peuvent pas apprendre, donc on les laisse à côté ou quoi. C'est la catégorie poubelle, hein, c'était formulé un peu comme ça. Mais déjà, on doit commencer de l'autre côté, dans le sens que maintenant, quand on fait ces évaluations avec les tests d'intelligence, ben, ils sont tous mis vraiment à l'extrême de l'échelle. C'est-à-dire ils ont des scores très très faibles. Et ils sont tous mis ensemble. Ils ne sont pas discriminés les uns des autres. Donc on est déjà capable maintenant de montrer qu'il y a toute une série de personnes pour lesquelles on sous-estime vraiment les compétences, pour lesquelles on sait qu'ils peuvent vraiment en faire beaucoup plus. L'autre catégorie, on sait que c'est beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce que comme je l'ai dit au début, plus les difficultés sont grandes, plus qu'on doit investir. Mais bien sûr, là, on arrive aussi à des choix politiques, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire. On a vu, par exemple, ils ont fait une étude avec un groupe non-gainers. Pendant une année, ils ont fait des entraînements et ils ont vu très très peu de progrès. Donc effectivement, c'est un groupe où il faut investir énormément pour avoir de petits progrès. Et ils ne vont jamais probablement arriver à faire autant de choses que font ces personnes qui se montrent plutôt gainers, qui apprennent quand même plus rapidement plein de choses. Mais ça veut dire que oui, il faut continuer à investir là-dedans et ça coûte beaucoup plus d'énergie. Mais après, on est aussi dans les questions des ressources. Hein, où est-ce qu'on va mettre les ressources? Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite un bon week-end. Merci.